bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, nous aurons la critique de Crimson Dragon, un des 6, la rubrique smartphones et tablettes, auto, et on commence avec les news. Sur cette E3 2012, Sony, tout comme Microsoft, a clairement été freiné dans ses annonces par le fait qu'ils n'ont pas dévoilé leur prochaine console. Du coup, peu d'annonces, et surtout très peu de surprises. On aura bien sûr pu se satisfaire des très grosses news 18+, que sont Beyond Two Souls, le nouveau titre de Quantic Dream, sans oublier bien sûr God of War Ascension, et surtout The Last of Us, sur lesquels nous reviendrons dans Classé 18+. Nous avons néanmoins pu essayer pas mal de jeux, prévus pour la fin d'année ou en 2013. Parmi ces derniers, Little Big Planet Karting nous a fait bonne impression. Sur le stand Sony, il était possible de tester le mode multijoueur, jouable à 4 en local et jusqu'à 8 en ligne. Développé par United Front Games, qui travaille en ce moment sur Sleeping Dogs et à qui l'on doit le très bon Mod Nation Racers, ce titre comprendra bien entendu une énorme dimension créative et communautaire, les joueurs ayant la possibilité de customiser leur Sackboy ou leur Sackgirl, mais aussi les cartes, pour finalement créer leur circuit, bonus, armes et règles de jeu. Du kart donc, mais aussi des minigames délirants, des niveaux énormes assez ouverts, voire même du boss battle. Avec l'esthétique de Little Big Planet, le savoir-faire de United Front Games dans le domaine du jeu de course et les outils de création ultra rodés des deux licences, on attend énormément de ce titre annoncé pour le moment uniquement sur PS3. Dans un genre radicalement différent, Guacamelee est un jeu de plateforme action intégrant un genre que l'on adore à No Life, le Metroidvania. De l'exploration donc, mais aussi énormément de combats, les développeurs ayant habilement mixé ces deux dimensions en proposant des mouvements qui serviront à la fois à découvrir de nouvelles zones de jeu, secrètes ou non, mais aussi à kicker du squelette. Avec son esthétique mexicaine, la direction artistique de Guacamelee rappelle un peu celle de Grim Fandango, mais en plus coloré. Dans le jeu, vous serez amené à incarner Juan Aguacate, un fermier malchanceux et sérieusement musclé, déguisé en catcheur, qui tentera de sauver la fille du El Presidente, kidnappée par le squelette Charo et dont il est follement amoureux. On parle de la fille, hein, pas du squelette. Prévu en téléchargement à la fois sur PS3 et PS Vita, dont il devrait mettre à profit les spécificités, Guacamelee propose aussi la possibilité de switcher de dimension à tout moment, pour passer du monde des vivants au monde des morts, et vice versa. Comme dans Super Metroid, le monde sera ouvert, et on pourra en plus partager l'aventure avec un second joueur, en coop, et ce sur le même écran. Ah, et puis on pourra se transformer en poulet. Comment ne pas attendre ce titre avec impatience, on vous le demande. Dans la catégorie jeux indés qui font méchamment envie, on pouvait aussi apercevoir sur le stand Sony le magnifique et intriguant Unfinished Swan. Avant de présenter le jeu, nous allons revenir sur ses origines en compagnie de son producteur, qui travaille depuis environ 3 ans sur ce projet au sein du jeune studio Giant Sparrow. So the Unfinished Swan actually started as a prototype that our creative director and founder Ian Dallas put together while he was at grad school at USC's Interactive Media Division. I actually remember when he brought it in the lab and hooked it up to the projector for the first time. I was completely blown away by it. So it started as a prototype, and he took it to Tokyo Game Show's Sense of Wonder Night, and I think that was the first time that Sony took notice of it. We entered it in the IGF, and we didn't win anything, but we had a good run. And Sony saw the game, and we decided to do a deal with them. And so Ian started a company, and in I want to say summer of 2009, that's when Giant Sparrow came together and started working on this game. And I joined the company a couple months after that. Avant de présenter le concept du jeu, nous allons brièvement revenir sur ce Sense of Wonder Night mentionné par Max. Se déroulant dans le cadre du Tokyo Game Show, cet événement a pour vocation de sélectionner et de mettre en avant un certain nombre de projets se distinguant par leur côté novateur, expérimental et créatif. L'idée étant de montrer des concepts à même de provoquer l'émerveillement, voire de changer notre vision du monde. Et c'est lors de l'édition 2008 que Ian Dallas a présenté le prototype de ce qui allait devenir The Unfinished Swan, alors appelé White Space. Lors de cet event, d'autres titres connus avaient été sélectionnés, comme les mésaventures de PB Winterbottom ou le Pixel Junk Eden de Q Games. Mais revenons maintenant à The Unfinished Swan, sur lequel une douzaine de personnes travaillent actuellement au sein du studio Giant Sparrow. The concept of The Unfinished Swan is that you are a boy, Monroe, whose mother has recently passed away. And all that she's left Monroe is a painting of a swan that she never finished. And one night the swan gets up, walks out of the painting into this mysterious world. And Monroe follows the swan and is trying to track the swan down. So that's what you're doing as the player in the game. And as creators of this game, our goal is to invoke a sense of awe and wonder, to get the player to explore, be surprised, and discover what's out there in this mysterious world. Âgé d'une dizaine d'années, ce jeune garçon n'est pas présent à l'écran, le jeu usant de la vue subjective. Conçu pour le PS Move, comme le souhaitait Sony, l'éditeur du jeu, The Unfinished Swan peut néanmoins s'apprécier sans, puisqu'il est possible d'y jouer avec des manettes classiques.
Yeah, so the move works pretty much the same in all levels that you see here. When you're playing with just the move by itself, you can splat by just pointing anywhere you want on the screen, tilting, looking around to change your view. You can hold the trigger button to move forward, the circle button to walk back, and X or a little flick of the controller up to jump. So it's pretty simple. We've actually found that casual players can pick it up and get used to it really, really quickly. Très précis dans sa visée, le PS Move permet d'envoyer les boules de peinture où l'on veut, afin de découvrir le monde que vous traversez, mais aussi donner vie à certains éléments du décor. Visuellement très impressionnant, ce projet dégage un petit quelque chose d'incontestablement envoûtant. Après cette petite pause indé, nous allons passer à l'un des gros jeux PS3 de cette E3 pour Sony. Un titre nettement moins original, qui devrait néanmoins faire énormément parler de lui. L'annonce avait été faite depuis quelques semaines, et cette E3 a été l'occasion pour nous de réellement voir à quoi ressemblait ce Super Smash Bros Made in Sony. PlayStation All Stars Battle Royale vous invite donc à participer à des batailles jusqu'à 4 joueurs en même temps, avec en guise de roster des personnages emblématiques ayant traîné sur les consoles de Sony. On trouvera par exemple Kratos, Nathan Drake, Sly Cooper, Parappa, Sweet Tooth de Twisted Metal, mais aussi Big Daddy de BioShock, et beaucoup d'autres, semble-t-il, qui n'ont pas encore été dévoilés. En termes de gameplay, on a affaire à de la bagarre façon Smash Bros, le tout dans des décors dynamiques avec lesquels les joueurs pourront interagir. Le jeu bénéficiera d'une dimension crossplay, puisque les possesseurs des versions Vita ou PS3 pourront effectivement s'affronter en mode local ou online. PlayStation All Stars Battle Royale est prévu pour cette année, et comptez sur nous pour revenir dessus dans les mois à venir. Wonderbook Book of Spells est le premier essai d'une série d'expériences interactives à laquelle participe la célèbre J.K. Rowling. Le jeu, développé par les studios de Sony à Londres, utilise le PlayStation Move, le PlayStation Eye et un livre physique pour faire vivre aux joueurs des aventures ou des expériences de lecture, le tout avec un résultat en réalité augmentée vraiment étonnant. Si les trailers laissent imaginer du pur onirisme, surtout pour les plus jeunes d'entre nous, on se souvient tout de même de ce petit moment de solitude lors de la présentation du projet pendant la conférence Sony, lorsqu'une malheureuse jeune femme a refait plusieurs fois le même mouvement à l'aide du PS Move sans parvenir à ses fins, c'est-à-dire tourner la page. Il reste tout de même à Sony encore quelques mois pour peaufiner son affaire, le jeu étant prévu pour cette fin d'année. Papo & Yo, c'est ce titre PS3 développé par Minority, un studio indépendant, qui était plus longuement présenté à l'occasion du salon. Ce puzzle game avec une grosse dimension plateforme vous met dans la peau de Kiko, un jeune issu des favelas qui cherche un vaccin pour son meilleur ami. La particularité vient ici de son meilleur ami justement, Monster, dont il faudra gérer l'humeur pour avancer dans les différentes épreuves que le jeu propose. Concrètement, lorsque tout va bien, Monster va dans votre sens en vous aidant dans les phases de plateforme. En revanche, lorsque votre meilleur ami a faim et que par malheur il tombe sur une grenouille, il se transforme alors en machine à tuer. Très original dans sa direction artistique et visuellement sympathique, Papo & Yo serait bien susceptible de nous surprendre lors de sa sortie qui pour le moment n'a pas encore été annoncée. Le volant PS Move était lui aussi présenté durant cette E3. Si l'idée reste la même que ce que Nintendo a fait à l'occasion de la sortie de Mario Kart sur Wii, c'est-à-dire greffer sa Wiimote sur un accessoire pour obtenir un volant, Sony propose quelque chose d'un peu plus élaboré, qui va plus loin qu'un bout de plastique tout simple. Le volant permettra effectivement de coller son PS Move à un support qui fournira pour le coup des vibrations, un système pour switcher entre volant de voiture et guidon de moto, avec la poignée de gaz pour gérer l'accélération. Voilà ce qu'on a repéré sur le stand Sony, qui accueillait d'innombrables bandes jouables situées sur plusieurs étages pour présenter de très nombreux titres d'éditeurs tiers, des blockbusters, mais aussi des projets plus modestes comme Sunflowers, le jeu PS Vita du Dr Lacave et du studio français Game Atelier que l'on pouvait essayer. La couverture de cette E3 2012 dans 100% s'achève ici, en attendant classé 18+, mais également EXP. Mais sachez qu'on vous réserve encore quelques interviews surprises dans de prochains reportages. Il y a des jours où vraiment j'envie les libertés capillaires de Benoît et Davy. Moi aussi j'aimerais bien me raser la tête. Malheureusement, cela ne m'ira pas du tout. Avoir les cheveux longs est une aventure au quotidien et il m'arrive tout et n'importe quoi avec cette chevelure tentaculaire. Que le spectacle commence! Depuis quelques années, le free-to-play, un modèle économique permettant de jouer gratuitement à un jeu tout en ayant la possibilité d'acheter des objets ou bonus avec du vrai argent, attire de plus en plus les développeurs. Auparavant l'apanage de MMO coréens, cette alternative à l'achat d'un jeu intéresse même les plus gros studios, et ce pour d'excellents résultats comme Warface, des Allemands de Crytek, ou Tribes Ascend, critiqué il y a quelques semaines dans 101%. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à World of Tanks, un titre russe sorti officiellement il y a plus d'un an.
Alors que beaucoup de jeux ont déjà perdu plus de la moitié de leurs utilisateurs à ce moment-là, World of Tanks bénéficie toujours du même succès, avec plusieurs millions de joueurs et des ajouts de contenu réguliers. Ce succès est amplement mérité et nous allons voir pourquoi. Comme l'immense majorité des shooters multijoueurs, World of Tanks n'a aucun scénario, mais son univers est tout de même relativement intéressant pour ceux qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale et à ses avancées technologiques. Les tanks que l'on contrôle sont tous des répliques exactes de modèles existants au niveau du design et des caractéristiques. Ce genre de reconstitution historique est habituellement visible dans des jeux de gestion et de stratégie comme la série des Total War, et voir un shooter tenter la même chose fait indéniablement plaisir. Allons-y! Même si le contexte est sympathique, l'intérêt de World of Tanks réside incontestablement dans son gameplay, du third-person shooter avec quelques éléments de jeu de gestion. Deux équipes de 15 joueurs se font face sur de grandes cartes, et la première qui capture la base adverse ou élimine ses opposants gagne le match. Concrètement, vous faites avancer, reculer ou pivoter votre tank avec les flèches directionnelles, et vous contrôlez sa tourelle avec la souris. Si vous maintenez le clic droit enfoncé, vous ne faites que regarder autour de vous, et vous zoomez et dézoomez avec la molette centrale. Jusque-là, c'est assez classique, et ça ressemble à n'importe quel shooter. Le reste est plus original. Pour endommager un tank adverse, il vous faudra réunir plusieurs conditions particulières. Tout d'abord, vous devrez stabiliser le réticule jaune symbolisant la zone d'impact approximative de votre projectile pour toucher votre ennemi. Car même si vous faites mouche, vous ne blesserez pas systématiquement. Chaque tank a ses résistances et faiblesses, et vous devrez toucher au bon endroit avec le projectile adéquat si vous voulez triompher. La localisation des dégâts est d'ailleurs extrêmement bien gérée. Vous serez beaucoup plus lent si une de vos chenilles est détruite, immobile si votre moteur est endommagé, moins précis si votre équipage est touché. C'est suffisamment rare dans un jeu multijoueur pour être salué. World of Tanks se distingue également de la concurrence par son rythme de jeu. Oui, au départ c'est lent, très lent. On se traîne à 5 km/h avec son premier Panzer et on s'énerve un brin. Mais dès que l'on débloque de nouveaux joujoux plus rapides et qu'on apprend à utiliser le terrain à son avantage, les parties deviennent beaucoup plus rapides. Savoir manœuvrer son tank est essentiel pour ne pas pénaliser son équipe, le teamplay étant une composante majeure de World of Tanks. C'est donc sans surprise que l'on constate la présence d'un système de classes, correspondant ici à la catégorie du tank. Les véhicules légers sont rapides mais peu résistants, les lourds sont lents et puissants, et les moyens représentent le compromis entre ces deux extrêmes. Les deux dernières classes sortent de ce schéma. Le chasseur de chars est une sorte de sniper, opérant à distance et infligeant beaucoup de dégâts, qui doit se camoufler pour ne pas être détruit rapidement. Quant aux canons automoteurs, des sortes de mortiers, ce sont des véhicules atypiques au gameplay différent des autres classes. En vue sniper, vous ne verrez pas à partir du canon du tank, mais bénéficierez d'une vue aérienne et pourrez ainsi attaquer tous les ennemis visibles à votre portée. Chaque classe a son utilité et ses faiblesses, à vous de trouver celle qui vous convient, d'autant plus que la mort dans World of Tanks est un peu plus pénalisante que dans les autres shooters en ligne. Si votre tank est détruit lors d'un match, vous devrez obligatoirement abandonner. Il n'y a pas de seconde chance. Ce n'est pas tout, en plus de payer la réparation du véhicule, vous allez devoir attendre la fin du match pour pouvoir de nouveau l'utiliser. La présence d'autres véhicules dans votre garage vous permettra néanmoins de débuter un autre match immédiatement. Un bon point, tant il aurait été inutilement frustrant de devoir attendre 5 minutes pour enchaîner. Votre garage ne sert pas qu'à choisir un véhicule, c'est ici que vous gérerez l'expérience de vos véhicules et vos achats. Après chaque match, votre char reçoit des points d'expérience en fonction de vos actions, et vous gagnez également des crédits, la monnaie du jeu. Ensuite, vous répartissez ces points d'XP dans l'arbre de compétences de vos tanks pour débloquer l'accès à de nouveaux moteurs ou canons, voire de nouveaux véhicules. Vous devrez ensuite réunir assez de crédits pour pouvoir les acheter et ainsi renouveler l'opération pour obtenir des chars toujours plus puissants. À ce titre, le système de matchmaking est un modèle. Il vous place quasi systématiquement face à des véhicules au niveau équivalent au vôtre. Et en plus, il vous trouve un match en 10 secondes. Et quand les maps sont à la fois nombreuses et immenses, que demander de plus? Celui-là n'a pas percé. Vous l'aurez certainement remarqué, World of Tanks n'est pas beau. On pourrait très bien faire la liste des défauts graphiques, mais cela n'aurait aucun intérêt. Ok, c'est moche, mais on s'en fout. World of Tanks est extrêmement addictif, et on se retrouve souvent à faire juste une dernière petite partie à 4 heures du mat'. Son gameplay réussit d'ailleurs le tour de force d'être à la fois original, accessible et profond.
La possibilité de se cacher dans des buissons, la destruction du décor, la technique du bélier, nous ne pourrons pas aborder ici toutes les petites subtilités de gameplay du titre de Wargaming, sous peine de faire une critique d'une demi-heure. Le seul petit défaut de ce titre réside dans son modèle économique. Contrairement à un Tribes Ascend, qui vous permettait de tout obtenir sans rien payer mais à la vitesse d'un escargot, World of Tanks réserve quelques éléments à ses membres premium, des emplacements supplémentaires dans le garage, des munitions spéciales, etc. Si vous ne dépensez pas une petite dizaine d'euros, certaines choses ne vous seront jamais accessibles. Un brin frustrant certes, mais World of Tanks les vaut bien. À l'heure où sera diffusée cette critique, une nouvelle mise à jour aura fait son apparition, rajoutant 2 modes de jeu basés sur la défense et la capture de base. Nous n'avons pas pu y jouer pour le moment, mais il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. World of Tanks est déjà passionnant avec un unique mode de jeu. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne le soit plus avec du contenu supplémentaire. Cassons-nous, c'est fini. Avoir les cheveux longs n'est pas facile à vivre au quotidien déjà, parce que c'est un peu comme porter une écharpe. Avec le retour du soleil, ce n'est absolument pas confortable. À cela se rajoutent les soins et le dontage quotidien avec divers accessoires, brosses, élastiques, ciseaux. Alors que pour Davy et Benoît, et même Julien, un peigne et une tondeuse suffisent largement. Et tout de suite, c'est un D6. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Le petit éditeur 12 Singes s'est fait un nom sur la scène du jeu de rôle francophone en proposant notamment des jeux tout en un, appelés intégrales, possédant chacun un univers propre, souvent original et séduisant. Il y a quelque temps, nous vous avions dit tout le bien que l'on pensait de Mississippi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre jeu de l'éditeur, BIA, Bureau of Indian Affairs. Le Bureau des Affaires indiennes est une administration gouvernementale américaine chargée de la gestion des droits des minorités indiennes. Les réserves qui abritent ces populations américaines d'origine souffrent souvent d'une grande complexité juridique, car elles se situent au carrefour de plusieurs juridictions. Le gouvernement tribal, la police du comté, la justice fédérale se marchent souvent sur les pieds. Parfois, quand une situation devient trop compliquée, les forces de l'ordre doivent faire appel à l'arbitrage du Bureau des Affaires indiennes. Le bureau a été fondé pour pallier le manque de résultats du FBI dans les réserves. Malgré leur statut d'experts sur les questions indiennes, les agents spéciaux du BIA se retrouvent parfois plongés dans des affaires étranges aux frontières du réel. Car entrer dans les réserves indiennes, c'est mettre les pieds dans un monde à part, où rôdent des créatures de légende, où des pierres sacrées se dressent au cœur de forêts oubliées, et où les chamans semblent détenir bien des secrets. Les joueurs vont interpréter des agents spéciaux du Bureau des Affaires indiennes. Ces investigateurs sont envoyés sur le terrain à la demande d'un gouvernement tribal ou des forces de police du comté lorsqu'un conflit juridictionnel émerge. Ces enquêteurs peuvent être issus de divers cursus. Avant le BIA, ils peuvent avoir fait partie d'une agence fédérale, de l'armée, de la justice, d'une officine privée, de la police locale ou bien d'une université. L'une des particularités de BIA est que les personnages sont sous la protection d'un totem. Ceux-ci sont au nombre de 6, aigle, bison, cerf, corbeau, loup et ours. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le totem pourra donner aux joueurs la force nécessaire pour triompher de l'adversité. Tout comme Mississippi, BIA utilise le DK System, un système de jeu dérivé du système D20 qui descend lui-même de Donjons et Dragons. Le principe de base est le suivant. Pour effectuer une action, on lance un D20 et on ajoute un éventuel bonus issu d'un attribut ou d'une compétence. Si le résultat est supérieur ou égal à la difficulté déterminée par le compteur, alors l'action est réussie. La particularité du DK System vient des fameux DK, les dés de crasse, qui dans BIA sont appelés les dés de Kitski Manitou. Ce sont des dés à 6 faces utilisés lorsque les joueurs veulent invoquer leur totem. Les DK sont utilisés pour renforcer un jet de compétence et leur résultat vient s'ajouter au D20. Si la compétence est liée au totem, par exemple la force pour le totem ours, alors tous les résultats du dé sont pris en compte. Si la compétence n'est pas liée au totem, seuls les résultats 1, 3 ou 6 sont pris en compte. Tout autre résultat provoque un effet Manitou qui peut avoir des conséquences désastreuses. A noter que comme les autres jeux de la collection intégrale des 12 Singes, BIA inclut toutes les règles nécessaires pour jouer, il n'est donc pas nécessaire d'acquérir le livre de règles du DK System séparément. La culture indienne et son folklore très particulier ne sont que trop rarement utilisés intelligemment dans le jeu de rôle. Même s'il n'échappe pas à certains clichés, BIA propose une plongée fascinante dans l'univers des réserves indiennes. Un setting dépaysant et mystérieux qui devrait séduire les fans de séries telles que Twin Peaks et X-Files et change agréablement de ce bon vieux Cthulhu en matière d'investigation surnaturelle. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien!
Je regrette d'avoir les cheveux longs chaque jour où ceux-ci se coincent un peu partout. Quand je prends le métro, ils se coincent dans les vis et les parois. Je me suis déjà retrouvée bloquée dans une rame de métro parce que mes cheveux s'étaient coincés. La honte totale au moment de descendre à ma station. Mes cheveux se coincent dans une paroi du mur sur laquelle je m'appuyais. En prenant appui, une fente entre la paroi et sa fixation s'est ouverte et mes cheveux se sont glissés dedans. J'ai été obligée de me décoincer et de descendre à une station plus loin. Jusque-là plus connu pour l'application Fakers, qui permet de créer de fausses couvertures d'un magazine, le studio français Elysium a sorti il y a quelques jours son tout premier jeu, Human Defense. Téléchargeable pour moins de 2 €, cette application universelle tourne aussi bien sur iPhone que iPod Touch et iPad. Human Defense se présente comme un tower defense très accessible, ayant la particularité de se dérouler à l'intérieur d'un corps humain. L'idée sera donc d'installer 4 types de tourelles afin de concasser, vacciner et affaiblir une quinzaine de virus différents. Il faudra également faire bon usage des nutriments, comme les protéines, les lipides et les glucides, débarquant eux aussi par vagues, afin d'upgrader ces tourelles, de gérer leur flux et d'assurer au final la survie des organes visés par les virus. Que ce soit le cœur, les poumons ou les reins, qui constituent 3 des 6 environnements créés pour le jeu. Human Defense propose une direction artistique sympathique, très Dr Maboul dans l'esprit, mais aussi un petit côté ludo-éducatif qui devrait faire plaisir aux parents. L'excellent polar Point and Click des créateurs de la saga Runaway sort aujourd'hui sur les plateformes iOS. Disponible sur PC depuis mars dernier, Yesterday est téléchargeable pour environ 4 €. Pour rappel, il propose de diriger John Yesterday et plusieurs autres personnages afin de démêler une sombre affaire de meurtre impliquant une mystérieuse secte. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous invite à consulter la critique réalisée par Julien Pirou sur No Life Online. Get out, you bastard! Confess your crime! What do they want from us? I can't remember anything. I don't know who I am. 今本当に今作ってるのは iOS で、Android でも多分動くと思うんですけど、サーフィンゲームを作っていて。Monsieur Sakaguchi nous en avait parlé dans une interview, visible dans son intégralité sur No Life Online, consacrée à The Last Story, le RPG exclusif à la Wii. Voici donc les premières images de son jeu de surf sur iOS, toujours en cours de développement. Dans ce dernier, appelé Party Wave, l'idée sera d'aider plusieurs surfeurs à prendre la vague, tout en évitant les pièges que constituent les dauphins, les tortues de mer et autres méduses. Il suffit donc de glisser son doigt sur les surfeurs pour les diriger et de tapoter sur eux pour les faire sauter, tourner et ainsi de suite, histoire qu'ils ne se fassent pas engloutir par le rouleau. Très cartoon dans l'esprit et visiblement ultra speed dans les niveaux élevés, Party Wave devrait aussi proposer pas mal de mini-games à base de surfeurs et de créatures plus exotiques, comme des sirènes bien sûr. Ce titre nous intrigue pas mal, même si on espère qu'il ne détournera pas trop longtemps le créateur de la saga Final Fantasy, du RPG. Une production originale sur Wii U nous ferait bien plaisir par exemple, même si la nouvelle approche du genre proposée par The Last Story sur Wii ne nous avait pas totalement convaincus. À l'occasion du solstice d'été, Google lance sur le Google Store une nouvelle vague de promotion à durée très limitée sur une douzaine d'applications. Ainsi, pour un peu moins de 70 centimes d'euros, vous pourrez vous procurer Mass Effect Infiltrator, NBA Jam, Minimoto Racing ou encore le portage de GTA 3, de quoi bien s'occuper pour la journée la plus longue de l'année, le tout à petit prix. Et il ne vous reste que quelques heures pour profiter de l'offre. Dans le genre très gênant, j'ai eu droit à un SDF qui passait sa main dans mes cheveux alors que j'attendais de traverser au feu. Alors là, vraiment, j'ai eu très peur et très envie de me les couper. Je me suis aussi fait embarquer par un bébé comme ça. Je faisais tranquillement la queue dans un fast-food quand j'ai senti ma queue de cheval partir toute seule et m'embarquer sur 2 mètres. Alors il s'agissait en fait d'un bébé porté par sa maman qui venait de m'attraper par les cheveux pendant que sa mère, qui n'avait rien vu, continuait de marcher. Quand on se fait tirer les cheveux, je peux vous dire que 2 mètres, c'est long. Et tout de suite, c'est auto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. J'espère que vous avez apprécié la présentation du groupe Flow la semaine dernière.
C'est un réel plaisir quand on a suffisamment de clips fournis par les labels pour pouvoir faire ce genre de sujet. Et ce soir, on va remettre ça, vous allez voir. On continue les présentations des artistes présents à Japan Expo et cette fois on passe à un groupe très électro, très rock et très animal. Ils ont une mission à remplir, Man with a Mission. Man with a Mission, le groupe aux têtes de loup. Si leur histoire a réellement commencé en 2010 à Shibuya, il faut savoir qu'il y a une raison à cette tête de loup. Il s'agit d'une histoire très particulière. 20e siècle, la Terre s'est retrouvée plongée dans les flammes de la guerre. Dans cette époque troublée, les puissants jouent à un jeu égoïste où chacun se dispute la moindre miette qu'il peut grappiller. Alors que la Terre est à bout, un scientifique de génie, le professeur Jimi Hendrix, qui a comme passe-temps la guitare, vit au royaume d'Electric Ladyland. Il a mis au point la forme de vie ultime, Man with a Mission. Sont-ce des hommes? Sont-ce des loups? Si à première vue leur aspect semble comique, ils cachent une force et un intellect surhumain qu'on ne saurait imaginer. Ils peuvent accomplir n'importe quelle mission top secrète sans difficulté et ils en ont la capacité. C'est pourquoi le groupe a servi les plus sombres desseins de chaque pays dans leur histoire la plus tourmentée. Le professeur Jimmy ressentait lourdement sur ses épaules la responsabilité de ces terribles recherches. Pour se racheter, il prit une grande décision, cryogéniser les Man with a Mission dans une région polaire et de les plonger ainsi dans un sommeil éternel. Au même moment, il décida aussi de brûler la guitare à laquelle il tenait tant pour symboliser sa décision de réfréner ses pulsions créatrices. Après bien des aventures, au sacrifice de sa vie, le professeur réussit à les plonger dans les glaces du pôle Sud. Avant de soupirer une fois sa mission accomplie, ses derniers mots furent « Si je dois renaître un jour, j'aimerais avoir les cheveux raides cette fois. » Nous sommes maintenant en 2010. La Terre fait face à une crise économique d'envergure mondiale et le réchauffement global menace directement la planète entière. Qui eût pu prévoir les conséquences de ce réchauffement climatique? Celui-ci a fait fondre le cercueil de glace dans lequel le professeur Jimmy avait enfermé en échange de sa vie les Man with a Mission. Se réveillant de leur léthargie, les Man with a Mission réapparaissent à la surface du globe. Mais que vont-ils apporter à notre monde? La justice ou les pires des maux? En 2010, les Man with a Mission vont parcourir la Terre avec une nouvelle mission. Écrit par le New York Times. Ah non, ça c'est une blague. Je sais pas vous, mais moi j'adore les artistes qui ont un background comme ça, avec tout un monde inventé, et surtout, s'ils sont investis d'une mission, c'est encore mieux. Et pour en revenir donc à leur parcours, ils ont commencé leur premier live à Shibuya en mars 2010, et en même temps, ils ont annoncé leur concept si particulier. C'est le même mois qu'ils sortent leur premier clip, Don't Lose Yourself. En juin, ils sortent leur premier single indé tout simplement appelé Man with a Mission. En novembre, ils sortent leur premier mini-album Welcome to the New World vendu à 10 000 copies en édition limitée. Quelques jours plus tard, ils partent en tournée aux États-Unis et vous savez quoi? Steven Tyler du groupe Aerosmith a vu leur affiche dans le nightclub Whiskey a Go-Go et il a dit « Cool ». Et en plus, lors de son propre concert, Steven Tyler a crié « Welcome to the New World » à plusieurs reprises et ça c'est la classe. En mars 2011, vous le savez tous, le Japon subit de terribles catastrophes entre le tsunami et la centrale de Fukushima. Ce même mois, le groupe sort un nouveau single en indé dont tous les fonds sont reversés aux sinistrés. Cette chanson, c'est Rain of July. En avril, ils font officiellement leur début en major chez Nippon Crown et pour ce faire, début juin, ils sortent leur premier full album Man with a Mission. Il contient 10 titres dont Rain of July et Fly Again qui est utilisé comme générique de 2 émissions de télé. À la fin du mois de juin, ils vont carrément se déplacer à Ofunato dans la préfecture d'Iwate pour aller apporter des vivres aux sinistrés. En juillet, ils terminent leur première tournée nationale et en août et en septembre, c'est du live jusqu'en octobre où ils sortent leur nouveau mini-album Trick or Treat Do-et-tiré Feel and Think.
On arrive en 2012, année qui commence très bien pour eux puisqu'ils reçoivent un prix pour leur album Man with a Mission. En mars, ils rééditent leur premier mini-album Welcome to the New World, agrémenté de 2 nouvelles chansons dont Take Me Home qui a droit à un clip très enneigé. Ce clip a été tourné dans la station de ski Nekoma à Ura-Bandai qui se trouve à 60 km de Fukushima. Les Man with a Mission tenaient absolument à aider la région pour qu'ils puissent relancer un peu leurs activités. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est vraiment un très beau geste. En avril, ils sortent leur premier single en major, Distance, qui se classe 6e au Top Oricon. Peu de temps après, ils lancent leur application pour smartphone. Très pratique car on peut y suivre leur actualité, regarder leurs clips et même écouter leurs chansons. Le 18 juillet prochain, leur nouvel album Mash Up the World sortira au Japon. Il devrait normalement être dispo à Japan Expo où ils seront en concert le jeudi 5 juillet dans la salle du Geo Lifehouse à 15h. Venez faire Gao Gao avec la forme de vie ultime. TV をご覧の皆様、こんばんは、Man with a Mission です。いつもミュージックビデオをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ジャパンエキスポ、私たち Man with a Mission も出ることと相なりました。Yes、フランスは初めてとなりますので、とても楽しみです。会場で皆様とガウガウすることを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez Take Me Home de Man with a Mission, un clip dont j'apprécie énormément la chanson et que vous avez vu tout à l'heure. On reste dans l'esprit Japan Expo avec cette fois le clip Colors de Flow. Leur concert c'est le vendredi 6 juillet à 19h30 dans la salle du Geo Lifehouse. Un peu de douceur avec la belle voix de Mei J et son clip Our Future tiré de son dernier album Secret Diary. Ensuite, un peu de Vocaloid avec Kos et son clip Iiko Waruiko qui veut donc dire bon enfant, mauvais enfant. Vous aurez aussi le clip Idome de Koreba, un clip qui date de février 2011 et qui parle de challenge et de défi. On va faire super plaisir à Dam Dam car je sais qu'il est super fan de Spoon Polas et il se trouve qu'on a son nouveau clip Ichigo Cho Tokeiki, un clip bien sympa avec des fraisiers partout et ça donne super faim. Bon, alors on est le 21 juin, c'est l'été. Alors pour être un peu dans la thématique, voici Natsuo Mateimashita de Amazarashi. J'attendais l'été et j'ai envie de lui répondre en fait que moi aussi j'attendais l'été et je l'attends encore un peu. Heureusement que Nikki est là avec Analia, on ressent un peu plus la chaleur du soleil dans son clip. Il fait aussi très très beau dans le nouveau clip de Kayamasaki en featuring avec LG Monkeys, Zuru Shinai de Chanto Aishite Yo. On n'oublie pas les fans de Visu, cette semaine vous aurez le clip Samidare du groupe Umbrella. Un clip qui ne manque pas de me rappeler le temps pourri qu'on a en ce moment. Sauf si au moment où vous regardez cette émission, bien sûr, le temps a changé et il fait merveilleusement beau. Vous aurez aussi le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y en a qui vont faire la fête, j'en suis sûre. Life de Yui, c'est son 3e single en major, il est sorti en 2005 et surtout, Life c'est le 5e ending de l'animé Bleach. Alors je sais pas vous, mais moi ça va me faire super plaisir d'entendre cette chanson sur No Life dorénavant. Pensez à voter pour le J-Top, je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine. On dirait pas, mais même pour 1%, ma chevelure m'embête. Déjà parce que sous les projecteurs, là, il fait très très chaud, donc ça me fait une écharpe en plus. Je transpire comme c'est pas permis. Et aussi parce qu'ils aiment bien venir fricoter avec le micro, là. Et du coup, c'est Mathilde qui est pas contente parce que, il y a mes cheveux qui s'expriment. Et je vous dis à la prochaine.